Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre qui met en valeur, qui met en exergue une ou plusieurs invités. Et c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que nous recevons sur ce plateau cette femme au grand cœur, nous l'avions dit dans le sommaire, Madame Dolly Chilombo Kamba est donc la présidente de la fondation qui porte son nom. C'est une femme qui se dit être au service des autres et qui nous reçoit chez elle. Parole des femmes est donc en déplacement. Bienvenue Madame à cette émission Parole des femmes. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va faire 2 ans depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, 2 ans. 2 ans. Et depuis quelles nouvelles? De très bonnes nouvelles, parce que nous sommes là, par la grâce de Dieu, et nous continuons à évoluer, grâce au Seigneur, à faire ce qui nous aime, ce que nous aimons, et ce qui nous passionne. Voilà, exactement. Gloire à C'est Dieu. très bien. On va rappeler que vous êtes pasteur, Voilà, servante de Dieu au sein du ministère chrétien Prière révolutionnaire, Tout à fait. un ministère que vous exercez avec dévouement, en compagnie de votre époux, l'apôtre Joël Kamba. Tout à fait, c'est ça. En dehors de ça, vous êtes actrice sociale, entrepreneur social pour dire mieux, et à travers votre fondation, la FTDK, la fondation Dolly Chilombo Kamba, donc vous essayez d'alléger un peu la souffrance de votre communauté. C'est un très grand engagement. Mais dites-nous, à quand remonte exactement cette décision, celle de, enfin, on ne va pas dire mettre de côté, de faire plus, c'est-à-dire d'être au service de votre communauté? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour la question. Merci. Concernant cet engagement, c'est quelque chose, moi je pense qu'on est toujours, ça commence toujours par un appel, par une conviction profonde de se lancer, on va dire, dans ce qu'on appelle l'humanitaire aujourd'hui de manière voilà, très simple. Mais concrètement, passer en action, ça a commencé depuis, on va dire, 2018, où j'ai commencé à poser des actions de manière individuelle, voilà. Depuis 2018, j'ai commencé et après, au fur et à mesure, on structure tout ça et puis ça prend forme et ça devient concret. C'est un petit peu ça. Vous parlez d'appel, certes, mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont motivé? Est-ce qu'autour de vous, ou à la télévision, que ce soit au Congo ou ailleurs, puisque vous voyagez beaucoup, on va le dire, pour prêcher la parole du Seigneur, c'est d'ailleurs votre premier métier, s'il faut insister là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont motivé? Est-ce que vous avez eu un modèle à l'époque et vous avez voulu le faire comme cette personne-là, ou c'est seulement les réalités de votre communauté qui vous ont motivé? Alors, ce sont les réalités qui m'ont motivé. Certes, il y a beaucoup de modèles, hein, et pour ne pas citer de nom, il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont très très engagés. Et c'est vrai qu'en voyant ce que ces personnes faisaient, ça m'avait particulièrement touchée. Et je m'étais dit, pourquoi pas, moi à mon tour, vu que c'est un domaine qui me tient à cœur, pourquoi pas emboîter les pas, comme on dit, et faire comme ces personnes-là, avec le peu que je peux apporter. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours touchée vraiment personnellement. Et j'ai décidé, par la grâce de Dieu aussi, avec le peu que j'avais, de continuer à poursuivre dans cette lancée-là. Donc c'est un petit peu ça. J'ai pas vraiment de nom, même s'il y en a beaucoup, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti au plus profondément et c'est plutôt pour venir en aide à ma communauté, au vu des réalités sociales que je vois de part et d'autre. Voilà, c'est un petit peu ça. Était-il facile au début? Quelles difficultés, quel genre de difficultés que vous avez pu rencontrer, les plus régulières qui peut-être continuent à persister jusqu'à ce jour? Alors, les difficultés que nous rencontrons, c'est tout d'abord de faire comprendre aux personnes que nous venons rencontrer que c'est simplement par compassion, on va dire. Ça, c'est une réalité. Lorsqu'on va pas dans tous les milieux. Hein, on va dire compassion, pas obligation. Pas obligation, voilà, c'est par compassion. Voilà. C'est par compassion que nous le faisons. Et voilà, des fois, certaines personnes ne le comprennent pas, on va dire, sous cet angle-là. Cela devient des fois comme une sorte d'obligation. Voilà. Même si nous-mêmes, c'est une obligation qu'on s'est donnée, mais qu'on ne dit pas forcément l'autre. Et ce n'est pas toujours compris dans ce sens-là. Ça fait partie des difficultés. Et puis voilà, nous sommes au Congo. Et travailler dans certains milieux, dans certains environnements, ça peut ne pas être facile au niveau de la logistique, au niveau de la mise en place d'actions. Voilà, on a beau avoir beaucoup d'ambition, des fois et bien souvent face aux réalités, on est soit freiné, soit c'est compliqué de les mettre en place. Au vu de beaucoup de réalités, on va dire logistiques, de mentalité aussi. Voilà, c'est un petit peu ça les réalités que nous rencontrons. On a envie de faire des choses, mais souvent on ne peut pas au vu de tous ces paramètres-là qui peuvent intervenir des fois.
Il y a tellement de souffrance dans la communauté. Et êtes-vous un tout petit peu, enfin, on ne va pas dire déçu, mais est-ce que cela devient-il lassant lorsque vous vous rendez compte que je vais donner la main, mais on veut prendre le bras et finalement tout le corps? Ça vous déçoit un tout petit peu? Déception, oui, parce que voilà, de toutes les façons, lorsqu'on pose des actions sociales, c'est pour ça que, enfin, nous, pour ma part, les actions que nous posons sont souvent accompagnées de sensibilisation. Exactement. Voilà, parce que si nous posons des actions sans sensibilisation, ça va conduire à ce genre d'acte, c'est-à-dire qu'on donne la main, la personne doit prendre le bras. Mais lorsqu'on motive les actions que nous posons, pourquoi nous le faisons et pourquoi nous voulons qu'elles soient pérennes, qu'est-ce que ça doit produire, je pense que c'est beaucoup plus parlant pour les personnes qui le reçoivent et savent qu'ils peuvent compter sur la fondation, mais il y a aussi quelque part leur part à jouer. Ce n'est pas que nous exigeons quoi que ce soit, mais il y a quand même une prise de conscience dans le fait que nous venons apporter notre aide. Ce n'est pas, on va dire simplement aider pour que tous les jours ça reste, voilà, toujours aidez-moi, mais il y a des choses qui doivent être mises en place pour que nous puissions devenir autonomes d'une façon ou d'une autre. C'est un petit peu aussi dans ça que la fondation. C'est d'ailleurs, oui, l'un de vos objectifs, on en reparlera peut-être plus tard, puisqu'aujourd'hui vous êtes entrepreneur social. Comment vous définissez-vous comme tel? Quels objectifs aimeriez-vous atteindre? Alors, lorsqu'on parle d'objectifs, bien sûr, le plus gros, on va dire ça de manière simple, c'est, on va dire, alléger la souffrance du peuple autour de nous. La réalité que nous voyons, la réalité qui est difficile, là je parle du cas du Congo, nous savons tous ce qui s'y passe, nous savons tous la réalité que les uns et les autres vivent. Donc premièrement, c'est ça qui nous motive, donc c'est ça qui fait que nous venons, l'objectif principal c'est vraiment d'aider, de contribuer. Après, c'est de mettre en place des structures, comme j'ai dit, pour permettre à ce que les personnes que nous aidons puissent au fur et à mesure du temps qui passe devenir autonomes et voilà, arriver par eux-mêmes, par des petits moyens, par rapport à par exemple la formation, la sensibilisation, à pouvoir eux-mêmes s'en sortir, je veux dire, sans forcément notre aide matérielle ou financière, mais par rapport aux connaissances que nous leur apportons, par rapport aux informations que nous leur apportons, voilà, pour qu'elles puissent devenir autonomes et pouvoir, ces personnes-là elles-mêmes, sortir de leurs conditions. Mais quel activiste êtes-vous? Quand vous dites activiste... C'est-à-dire vous êtes engagé dans le mouvement associatif, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'humanitaire, mais comment vous définissez-vous en tant que tel? Personnellement, je pense que je suis une personne altruiste. Très peu de personnes, lorsqu'on leur demande de se définir, peuvent le dire. Ce n'est pas de la prétention, non plus une trop haute estime de soi, mais je pense que c'est... Ce que je suis, je le sais. Les personnes autour de moi aussi me le disent et je le dis humblement. Je pense que je suis une personne altruiste qui aime partager et sensible, mais pas dans le mauvais sens, qui est plutôt sensible à ressentir le besoin de l'autre et à vouloir du peu que je peux apporter, venir en aide. Bon, ça peut être considéré comme un défaut d'autre part. Et ça marche à tous les coups? Non, pas forcément. C'est la réalité, hein, vous savez. On a beau avoir des bonnes intentions et des bonnes motivations, ça ne marche pas toujours comme on veut et les personnes ne le prennent toujours pas du bon côté. Donc voilà. Mais l'essentiel, moi j'ai dit, c'est de faire ce qu'on aime et d'être soi. Et comme j'ai dit, ça fait partie de moi. C'est comme ça que voilà, je suis née. C'est sont des valeurs en quoi je crois profondément. Et je ne peux pas passer outre. J'ai beau me dire des fois d'être un peu plus ci, un peu plus ça. Des fois on dit... soit un peu plus voilà, strict ou sévère. Je le suis lorsque ça concerne des principes fondamentaux. Mais par rapport à l'aide que je peux apporter aux autres, je suis toujours sensible. Voilà. Je vais donner des exemples. Hein. Je vais rencontrer quelqu'un... tant que j'aurais toujours tendance à vouloir faire. Même si on se dit qu'on ne va pas finir la misère du monde, mais je vais chercher à vouloir faire. Et cette contribution compte? Voilà, et cette contribution pour moi, elle compte en tout cas pour moi. Après, peu importe ce que la personne en face va faire, d'où on parle que certaines personnes pourraient le prendre comme une faiblesse, mais je ne pense pas. Je pense Au contraire, c'est une force. Pour moi, c'est une force. Et je pense que de partager, c'est une valeur qui doit être vraiment partagée au plus grand nombre. Et c'est ce qui fera que notre société sera un petit peu meilleure, je pense. Dolly Chilombo Kamba, dans cet engagement humanitaire, vous êtes lancé comme objectif d'alléger ou on va dire d'améliorer les conditions de vie de votre communauté. Êtes-vous suffisamment préparé? Êtes-vous prête, que ce soit physiquement, mentalement et surtout spirituellement?
Je pense que lorsqu'on se lance quelque part dans une activité, cela doit être mûrement réfléchi. Et pour répondre à votre question, il va parler beaucoup, oui. Je pense que je le suis par la grâce de Dieu. Je dis toujours par la grâce de Dieu parce que nous ne pouvons rien sans lui. Moi, j'y crois. Moi, je suis servante de Dieu. Et je pense que par la grâce de Dieu, oui. C'est pas facile tous les jours, mais nous comptons sur sa grâce pour nous accompagner. Absolument. Et en tout cas, mentalement, nous sommes prêtes. Je suis prête. Et quel est l'impact de cet engagement humanitaire dans votre vie personnelle? Ça m'apporte beaucoup. Personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me définis comme une personne très altruiste. Donc, j'ai besoin de partager, de communiquer, d'aider, en tout cas autour de moi. Et le fait de le faire et de me rendre compte que même s'il n'y a pas forcément, on n'attend pas forcément la reconnaissance de la part des autres ou de ceux à qui on va offrir, on va dire, nos services, mais de le faire, moi, ça me donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, simplement, de le faire. Et je pense que ça m'épanouit de plus en plus, voilà, si je peux dire ça. Et en dehors de votre mari qui, naturellement, vous accompagne, y a-t-il d'autres personnes qui, dès le début de cette vision, continuent à vous accompagner, croient en vous et espèrent vraiment que vous pourriez atteindre vos objectifs? Oui, il y a du monde, grâce à Dieu, qui m'accompagne. Et là, je parle, bon, il y a mon époux, il y a ma famille, c'est-à-dire mes enfants, mais il y a aussi, la communauté que nous avons au ministère qui sont avec moi. Il y a aussi des amis. En tout cas, il y a pas mal de monde qui croit en moi. C'est aussi un facteur, vous savez, des fois, face aux réalités, on peut être un peu découragé, mais lorsqu'on voit et qu'on sent qu'autour de nous, les gens nous disent « tu peux le faire, vas-y ». On sait que tu peux apporter quelque chose, c'est toujours encourageant. Donc c'est un facteur. Et surtout aussi, si on est entouré des bonnes personnes. Oui, je bénis vraiment le Seigneur parce que grâce à Dieu, on essaie de se mettre autour de nous des bonnes personnes et elles jouent bien leur rôle. Ah, ça c'est une très bonne chose. C'est vrai, vous êtes impliqué pleinement, même dans votre parler, on comprend que c'est une chose qui vous tient absolument à cœur. Et est-ce une implication au quotidien? Si oui, alors comment êtes-vous organisé? Comment arrivez-vous à concilier votre vie en tant que pasteur? Parce que déjà au sein de l'Église, vous avez, en dehors du fait que vous êtes pasteur, vous avez aussi d'autres engagements. Comment faites-vous en tant que pasteur, en tant que responsable de cette fondation, en tant que mère, en tant qu'épouse? Bref, comment faites-vous pour concilier toutes ces responsabilités? C'est comme dans toute, on va dire, profession, toute vocation ou même, je veux dire, loisir, ou voilà, on s'organise. On s'organise et c'est dans l'organisation qu'on arrive à trouver le temps pour mettre chaque chose à sa place. Mon rôle de présidente de la fondation ne vient pas empiéter mon fonctionnement quotidien, c'est-à-dire servante de Dieu, même mère ou même épouse. Parce qu'en termes de la fondation, il y a une organisation, il y a un secrétariat, il y a un conseil d'administration, tout qui est mis en place du côté de la fondation pour que la fondation fonctionne avec ou sans ma présence, sur la base de l'organisation que nous nous sommes donnée et qui régit notre fondation. Donc de ce côté-là, après certes, c'est un engagement de tous les jours. Lorsque je suis sur le terrain, je m'organise toujours pour pouvoir accorder du temps, pour pouvoir être présente quand je peux. Mais même si je ne suis pas là, ça continue de fonctionner. Comme j'ai dit, avec ou sans moi, les choses vont. Parce que c'est devenu, au début c'était une vocation personnelle que j'ai partagée avec les gens autour de moi. Et ceux-là qui l'ont bien adopté continuent de suivre et travaillent de la même façon. Donc ça va. Et puis après, on s'organise au niveau de la famille, au niveau du ministère. Chaque chose à sa place, par la grâce de Dieu, toujours. C'est aussi être un très bon leader lorsqu'on communique sa vision à la communauté. Je pense que, exactement, c'est tout à fait ça. Le but n'est pas de la garder pour nous, mais de pouvoir la partager. Et par la grâce du Seigneur, c'est ce que nous faisons. En tout cas, parlant de la fondation, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai la grâce d'avoir des bonnes personnes autour de moi, sur qui nous pouvons nous reposer, on va dire, pour être sûr que le fonctionnement suive. Voilà. Donc c'est ça. Donc partager la vision, partager cette passion, et puis ça avance comme ça. Vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il existe beaucoup d'idées reçues sur l'engagement humanitaire, notamment n'importe qui peut s'engager, il suffit seulement d'être animé des bonnes intentions. Est-ce réellement simple de s'engager dans l'humanitaire? Je pense que l'humanitaire a ses réalités. A ses réalités parce que il ne s'agit pas
que de bonne volonté. J'ai toujours dit, je le dis souvent, la bonne volonté seule ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Il faut être préparé psychologiquement, il faut être préparé financièrement, il faut être préparé spirituellement. Certes, financièrement, on va dire, ça vient au fur et à mesure qu'on avance dans notre engagement, mais il faut quand même être, parce qu'il y a des besoins, on va dire, plus ou moins imminents, auxquels des fois, les gens nous regardent, on va dire ça plus vulgairement, permettez-moi, les gens nous regardent. Donc, le fait que les gens nous regardent, ils s'attendent à ce qu'on fasse quelque chose pour eux. Des fois, pas forcément la fondation, mais par exemple, ma personne. C'est-à-dire que je vais aller à un endroit où on va voir mon visage, on va me reconnaître, par exemple. Et pour eux, ça ne va pas être la fondation, le temps de leur dire allez à la fondation, allez faire votre demande, allez poser votre requête, etc. Ils ont besoin d'une aide ponctuelle ou immédiate. Donc, de ce fait-là, il faut être, entre guillemets, un peu préparé. Et aussi être préparé du fait que si on ne peut pas forcément faire ce à quoi les gens s'attendent, il y a un jugement d'où je dis qu'il faut être préparé psychologiquement, il faut être fort, se dire que ce n'est pas parce que je n'arrive pas à poser une action que tout mon engagement est mis en cause. Toutes ces choses-là sont réellement... ça joue, parce que des fois on peut se remettre en question du fait d'être buté à certaines difficultés. Est-ce que ça vaut la peine que je continue? Mais je pense que l'engagement en vaut la peine. Il faut être préparé, il faut se préparer, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut prendre le temps de prier beaucoup, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de combats. Moi, je suis pasteur, donc je reviens toujours dessus. Il y a beaucoup de combats au niveau spirituel. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut avoir les épaules pour supporter, être prêt aussi à entendre, être prêt à critiquer. La fondation Doli Tshilombo Kamba, puisqu'on en parle aujourd'hui, et on va rappeler que c'est une fondation de solidarité nationale à caractère humanitaire, même si vous n'êtes pas seulement ici en RDC, parce qu'on l'a dit, vous voyagez beaucoup, vous menez aussi des actions un peu partout en dehors du territoire congolais, et c'est donc une fondation, on l'a dit, en caractère humanitaire, avec pour but principal d'alléger les souffrances de la communauté. Est-ce le principal objectif? À quel besoin répond-elle exactement? Alors, la fondation vient en aide, comme nous avons dit, tout d'abord aux personnes démunies par la mise en place de différentes actions sociales. Beaucoup les orphelins, voilà, par le fait de leur prendre en charge, de leur apporter nourriture, vêtements. On parle du cas du Congo, et aussi de scolariser ceux que nous pouvons scolariser. Ce sont là nos objectifs, nous avons pu en réaliser certains. Il y a également la prise en charge de toutes les femmes veuves, les jeunes filles mères qui n'ont pas d'activité professionnelle ou qui ne savent pas comment s'en sortir, par le biais des formations, de l'aide peut-être à l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent se développer dans leurs activités. La formation aussi, il y a beaucoup qui ne savent rien faire, on va dire des jeunes filles qui n'ont pas été formées, qui se trouvent comme ça par la force des choses, à assumer des enfants ou assumer une famille sans revenus, sans aucune activité, sans savoir rien faire. À celles-là, nous offrons peut-être des petites formations d'appoint, histoire d'apprendre un métier, une formation qui leur permettra de générer des revenus et de pouvoir voilà, survivre. Et aussi, nous sommes vraiment, du fait de ma profession, je suis corps médical, comme je l'ai tantôt dit, venir en aide aussi à un petit peu prendre en charge beaucoup les situations, tout ce qui est la situation de la femme et de l'enfant, par rapport aux soins médicaux. J'ai remarqué qu'au Congo, il y a cette réalité-là. Les gens sont des fois très inconscients de l'importance de prendre soin de sa santé. Il y a aussi les réalités qui font que la santé a un coût fort ici au Congo, et beaucoup de personnes ne peuvent pas se procurer cela. Mais je trouve que ça ne devrait pas exister. Ça n'a pas son sens qu'on puisse choisir entre se soigner ou manger. Ça n'a pas son sens qu'on puisse choisir entre aller à l'école ou se soigner. Toutes ces choses-là n'ont pas de sens. Donc je pense que ça fait un tout, et la Fondation essaye d'agir de manière comme ça, différents domaines. J'ai parlé de la santé, ça peut être la scolarité, ça peut être l'alimentation, parce que ce sont des réalités qu'on vit au Congo en fait. Donc c'est un petit peu
dans tous ces domaines-là. J'ai une question qui vient d'arriver tout de suite avant de revenir sur la Fondation. C'est vrai, avec l'expérience que vous avez, corps médical, infirmière, avec l'expérience extérieure, si on vous posait la question de savoir quelles propositions pouvez-vous donner pour justement permettre à ce qu'il y ait une prise en charge sanitaire, surtout pour la population démunie? Je pense que ça, ce sont des histoires excusez-moi, ce sont des domaines peut-être que les autorités pourraient jeter un coup d'œil. Je ne sais pas, le gouvernement pourrait peut-être jeter un coup d'œil à ça parce que une mutualisation, on va dire, des soins de santé, je pense que dans un pays comme le nôtre, ce ne serait pas de refus. Je vais parler comme ça. Ce serait vraiment le bienvenu parce que nous savons que beaucoup de ces personnes, ce qui les retient ou ce qui les empêche d'avoir accès aux soins, c'est le coût. Donc les personnes démunies, moi c'est les personnes que je rencontre, doivent faire des choix entre si elles doivent se nourrir ou si elles doivent se soigner. Donc la plupart font de l'automédication pour se soigner. Voilà. Et nous savons les risques. Voilà. Les risques de l'automédication, c'est souvent surdosé ou sous-dosé. On ne connaît pas l'impact que ça peut créer, ça peut développer d'autres maladies. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes décèdent. On va dire, clairement, au Congo, c'était une malaria. Au fait, non. Peut-être que ses reins avaient déjà été touchés. Peut-être que c'était un problème au niveau des poumons. Mais les personnes, vu qu'elles ne se font jamais soigner, elles ne font jamais de diagnostic médical parce qu'elles n'ont pas les moyens. Donc, elles ont vécu avec ça. Et puis, il a suffi d'un petit virus pour venir compliquer toutes ces choses et les personnes meurent. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est aussi par rapport, en parlant même des accouchements, beaucoup de femmes, au jour d'aujourd'hui, ça c'est quelque chose, permettez-moi de dire, qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Beaucoup de femmes aujourd'hui décèdent des suites d'accouchement. C'est quelque chose qui est, pour moi, inadmissible. Je ne conçois pas qu'en plein 21e siècle, en 2023, dans un pays comme la RDC, des femmes décèdent en allant donner la vie. C'est quelque chose qui, pour moi, m'est insupportable. Je pense que lorsque une femme porte la vie, c'est quelque chose de louable. Donc, dans ce genre de cas, quelque chose devrait être mis en place pour pouvoir aider ces femmes à le faire dans de bonnes conditions. Je pense qu'on est dans un pays qui est organisé quand même, et c'est quelque chose auquel on devrait vraiment apporter un regard très, très, très insistant. Il y a des gens qui le font, des personnes peut-être comme ma fondation, il y en a beaucoup qui le font, heureusement. Je dirais encore heureusement que ce genre de personnes existent, parce que c'est important vraiment de pouvoir prendre en charge ces personnes. Très récemment, il y a une amie que je connaissais qui est décédée de ça. J'en ai les larmes aux yeux, ça me fait terriblement mal parce que quand on regarde les raisons ou les causes qui ont pesé, il y a eu succession de négligence et de mauvaise prise en charge. Et là, d'ailleurs, le corps médical est pointé du doigt. Souvent, c'est par erreur médicale que ça arrive. C'était suite à une erreur médicale. Mais ça aussi, c'est suite aux structures qui existent. Il y a beaucoup de structures. Exactement. Vous voyez, quand l'État ne prend pas suffisamment les choses en main, alors il y a des personnes qui le font, croyant bien faire, avec beaucoup de bonne volonté, mais nous savons tous que derrière ça, il y a beaucoup d'incompétence, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur métier. Pourtant, il y a des professionnels qui savent et qui connaissent leur métier, mais qui se retrouvent à ne pas pouvoir exercer. Alors les personnes qui le font, peut-être avec bon cœur au début, voilà, se retrouvent après face à des cas qu'ils ne peuvent pas prendre en charge, des populations qu'ils reçoivent, qu'ils ne peuvent pas soigner, qui décèdent suite de tout ça, des complications, tout ça. Donc voilà, c'est des choses que l'État devrait prendre en charge. Alors nous, de notre part, en tant que fondation, nous apportons notre aide avec ce que nous pouvons pour aider aux soins, pour contribuer à ce que les gens payent des soins convenables, on va dire, pour pouvoir se faire soigner. C'est un petit peu ça. Et comment est organisée la fondation ? Par rapport à ça, donc voilà, comme c'est une fondation qui est en train d'être mise en place. Donc lorsque les gens viennent avec leur cas, par exemple, nous les étudions, bien sûr. Et après, il y a une décision qui est prise. Nous ne pouvons pas prendre tout le monde, comme j'avais dit. C'est une fondation avec les faibles moyens. Il y a des critères des critères. Non, je veux dire peut-être par rapport aux urgences qui se présentent. C'est les seuls critères que nous allons tenir. C'est par rapport à l'urgence, de l'urgence vitale, souvent. Voilà, c'est ce qui va nous conduire peut-être d'aller dans un côté plutôt que de l'autre. Voilà, les urgences se posent à différents
différents niveaux, mais c'est principalement l'urgence. C'est pas un critère physique ou social ou quoi, non. C'est vraiment l'urgence qui nous pousse à agir parce que... Et là, vous avez des hôpitaux partenaires avec qui vous travaillez? Pas encore, pas encore. Et comment? Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de voir avec les hôpitaux que nous recommandons parce que nous avons... Mais il n'y a pas de partenariat en tant que tel qui signe avec ces hôpitaux. Juste une recommandation. Voilà, c'est des recommandations que nous donnons par rapport à ce que nous connaissons parce que nous avons des personnes... Et vous couvrez la charge. Voilà, et nous prenons en charge par rapport à tel ou tel hôpital, par exemple, que nous connaissons. Mais ce n'est pas que nous avons des partenariats avec eux. En tout cas, pas encore à ce niveau-là. Pour l'instant, voilà. Mais vous projetez. C'est un projet. C'est tout à fait un projet. Donc voilà, je profite de l'occasion. C'est un projet. Être en partenariat avec différentes cliniques, centres hospitaliers de la commune, il y en a, avec lesquels nous pouvons venir en aide pour des cas tels que tous les exemples que je viens de donner. Voilà, exactement. La FTDK a pour cible, vous l'avez vous-même dit, on va quand même le rappeler, d'abord les personnes démunies, on va prendre les orphelins, les veuves, les filles mères, les jeunes. Les jeunes qui, communément appelés les chégués. Les chégués, tout ça, ouais. Alors, comment faites-vous pour les atteindre? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux ou ce sont eux qui viennent vers vous? Alors, au début, quand nous avons commencé, c'est nous qui allons vers eux. Et comme vous savez, on est au Congo, de bouche à oreille, ça va très très vite. C'est une forte communication. Exactement, c'est une communication qui marche. Ah oui, un véritable outil. De bouche à oreille marche. Donc, au fur et à mesure, ce sont les gens qui viennent vers nous. Ils ont entendu parler de la fondation, on a un siège. Donc, les gens viennent, se présentent et je vous dis que quand on a ce genre d'activité, c'est terrible. On est sollicité, ultra sollicité. Et comme je le dis, malheureusement, nous n'arrivons toujours pas à répondre aux besoins de tout le monde au vu des réalités, au vu des moyens. Il y a beaucoup de besoins. Beaucoup de besoins. Et nous ne pouvons pas prétendre arriver à gérer les besoins de toute une communauté, et même pas de tout un quartier. C'est énorme, ils sont énormes. Nous évoluons dans un quartier, les quartiers reculés. Nous sommes dans la commune de Lansele. Donc, vous voyez, c'est beaucoup un milieu rural. Les personnes ne sont pas forcément cultivées. Beaucoup ne travaillent pas. Beaucoup n'ont pas d'informations. Donc, vous voyez un peu le niveau de la population. Il faut des efforts pour descendre à leur niveau. Voilà. Est-ce toujours facile? Il y a, comment dire, pas des efforts. Enfin, pour moi, je parle pour moi. Étant donné, comme j'ai dit, que c'est mon caractère, mais c'est vrai que ça demande, il faut se faire comprendre. Voilà. Il faut se faire comprendre. Et c'est là que, quand j'avais dit au début, des fois, on n'est pas bien compris. Voilà. On va peut-être parler de certains critères ou de l'importance d'avoir une formation plutôt que de venir tendre la main à tous les coups. D'autres personnes ne vont pas se rendre compte de l'importance. Pour eux, ils ont besoin qu'on leur donne, ils n'ont pas besoin qu'on les forme, en fait. Ils ont juste besoin qu'on leur donne à manger. Et ça, on va leur faire comprendre que... Et quand on parle de formation, le nombre réduit. Voilà. Dès qu'on parle de formation, il y a moins de personnes qui arrivent. C'est vrai? Voilà. Oui, il y a moins de personnes qui arrivent parce que, du coup, je parle en lingala, et ça, non, on ne dit pas kotanga, c'est apprendre quelque chose, apprendre un métier. On ne retourne pas à l'université, ce n'est pas une faculté, c'est juste apprendre un métier, se professionnaliser. Mais je pense que du fait de peut-être il y a beaucoup de fondations qui ont travaillé, les gens commencent de plus en plus à comprendre que c'est important de se former. Et pour pouvoir obtenir de l'aide, la condition, c'est d'accepter aussi de faire quelque chose. Et il y a de plus en plus de personnes qui comprennent ça. Mais pour vous dire, maintenant, les gens viennent de plus en plus vers nous. Puis après, on regarde par rapport à certains critères pour que ça puisse être quelque chose de sérieux aussi. Donc, il y a des gens qui analysent le cas et de crédible. Voilà, on ne va pas prendre... tout le monde et laisser les vrais cas sociaux à l'extérieur et nous occuper de ceux qui ont juste besoin de se nourrir ou d'avoir un petit peu d'argent, pour parler comme ça. C'est un petit peu ça. Alors madame, c'est vrai que toutes ces femmes viennent beaucoup plus pour lutter contre la faim, parce que c'est une réalité. Et au Congo, on mange tous les jours, c'est-à-dire qu'on se bat pour manger. Et le Congolais vit au moins $1 par jour, ce qui est tout à fait catastrophique. Et là, c'est normal que lorsque vous parlez de formation, le nombre regresse un peu, parce qu'on se dit, là c'est une longue histoire. Mais
quand vous, en fait, on va dire au début ou quand elles viennent, ces personnes-là, vers la fondation, est-ce que vous avez le temps de vérifier un peu si ces personnes sont réellement, par exemple les enfants sont réellement orphelins? Est-ce qu'elles sont réellement veuves, ces femmes-là? Est-ce que ce sont vraiment des filles mères? Comment faites-vous pour enquêter un peu sur leur situation? En parlant peut-être des orphelins, généralement, nous veillons à ce qu'ils viennent d'une structure. C'est souvent des structures nous travaillons beaucoup avec les structures qu'il y a dans la commune. Et lorsque nous posons des actions, on va dire, pour les orphelins, c'est dans une organisation, dans un milieu précis que nous maîtrisons. Après, pour ceux qui viennent, comme on est à Kinshasa, il y en a qui viennent d'eux-mêmes. Quand il s'agit de nourriture, parce que c'est voilà, le besoin, la plupart viennent, si on en a, bien sûr, on va partager, par humanité, on ne va pas laisser quelqu'un qui nous dit de mourir de faim, mourir de faim. Mais lorsqu'il s'agit de poser des actions, on va dire plus conséquences, on essaie de se renseigner quand même pour savoir d'où vient cet enfant ou cette jeune fille, s'il y a des personnes autour d'elle. On essaie quand même de pousser un petit peu loin notre enquête, je vais appeler ça comme ça. Ou votre curiosité. Voilà. Tout à l'heure, vous le disiez, vous travaillez avec d'autres associations. Certes, il existe beaucoup d'ONG, d'associations, de fondations ici en RDC qui naissent comme de champignons. Alors, on se pose la question de savoir quelle est la valeur ajoutée, la particularité de la FTDT par rapport à cette innombrable présence massive des structures d'ONG ici au Congo. Dans un pays tel que le Congo, vous allez peut-être être étonné. Je vais vous dire, certes, il faut de l'encadrement, on va dire, ça c'est de la part de l'État, par rapport au fait de l'enregistrement des valeurs de ces ONG, mais je pense que c'est pas de trop. Il peut en avoir encore. Tant qu'elles sont sérieuses, tant qu'elles font, elles atteignent les buts pour lesquels elles sont définies, qu'elles doivent faire, je pense que c'est pas de trop. Donc la fondation de l'Ichilomba Kamba, je pense qu'elle n'est pas de trop dans tout cet univers-là. Nous venons apporter notre pierre à notre niveau. Kinshasa est grand, le Congo est grand, nous n'avons pas la prétention de couvrir tout le Congo, toute la République démocratique du Congo, ni encore toute la commune de Lansele, mais je pense que dans le milieu où nous sommes, il est important pour nous d'être là. Et la preuve, lorsque nous avons commencé, ça ne désemplit pas, j'aimerais dire. Cela montre qu'il y a un besoin. Et cela aussi montre de l'autre côté, chez nos autres partenaires ou des personnes qui sont aussi dans le domaine associatif, il y a tout autant des demandes. Le fait de l'arrivée ou de la présence de la fondation de l'Ichilomba Kamba n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour moi. Je pense qu'on a notre carte à jouer et on va se faire notre place. Absolument. Et alors, combien de personnes encadrez-vous, que ce soit les veuves, les orphelins, les jeunes? À peu près, est-ce qu'on peut connaître le nombre? En termes de nombre, on n'a pas vraiment encore identifié le nombre, étant donné que au niveau de la structure, ça fait depuis 2022 que nous l'avons structuré, c'est-à-dire où nous travaillons avec toute une organisation, un bureau, mais on est pour le moment entre les femmes, les enfants, à peu près une centaine, on va dire, une bonne centaine pour l'instant que nous connaissons, que nous suivons. Ah mais c'est pas rien. Voilà. Ah ben c'est pas rien. Alors parlant de bailleurs de fonds, vous en avez? Est-ce que vous travaillez ou oui, bien sûr, vous menez des activités avec des fonds propres? Vous avez quelques bailleurs qui vous soutiennent un peu financièrement? Non. Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Pour l'instant, d'ailleurs, je fais appel à vous, très chers bailleurs de fonds. La fondation de l'Ichilomba Kamba a besoin de vous pour arriver à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée par rapport à venir en aide aux populations démunies. Nous avons grand besoin de vous. Pour l'instant, c'est vraiment sur fonds propres que nous le faisons. Et aussi sur les quelques cotisations des quelques membres qui nous soutiennent et qui croient en nous. C'est principalement avec ça que nous fonctionnons. Et dites-vous qu'à cette échelle-là, nous ne pouvons pas faire de miracles. Bien sûr. C'est vraiment du bénévolat, c'est vraiment de l'aide ponctuelle, comme je dis. C'est vraiment jouer au sapeur-pompier. Les exemples que je donne, c'est pour montrer que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide, en tout cas de ce côté-là, pour pouvoir arriver à mettre en place des gros projets. Comme vous avez parlé de partenariat avec des hôpitaux, toutes ces choses-là, ça vient au fur et à mesure que on a aussi des partenaires qui vont nous permettre d'aller vers des structures. Ces structures-là fonctionnent, elles ont besoin de faire des entrées, bien sûr. Elles ne font pas de l'humanitaire, donc elles doivent générer des bénéfices, des fonds. Donc du coup,
Nous devons payer ces hôpitaux ou ces centres de formation. Tout ça nécessite des finances, nécessite des fonds et nous en avons besoin. On va rappeler que c'est officieusement depuis 2018 que vous avez commencé peut-être timidement ou par hasard, ou bon, tiens, je vais essayer pour voir. Et puis, c'est devenu un véritable engagement jusqu'à ce jour. Et bien sûr, il fallait structurer, mettre de l'ordre, créer carrément, avoir un statut, voilà, pour rendre ça beaucoup plus crédible, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan on va dire, de ces 2 dernières années? Le bilan est-il positif ou vous n'êtes pas encore arrivé vraiment? Quel bilan pouvez-vous dresser? Nous sommes en train de... Il est positif. Il est positif parce que nous avançons, nous voyons des résultats de ce que nous avons déjà fait. C'est ce qui peut nous assurer ou nous montrer que nous sommes, on est dans le bon, comme on dit. Mais nous n'avons pas encore tout atteint, bien sûr. Bien sûr, Nous avons beaucoup d'ambition avec la Fondation et nous espérons pouvoir y arriver très très prochainement, selon ce que le Seigneur voudra. Et donc nous sommes en train de travailler sur ça, nous travaillons activement sur ça, mais le bilan est positif. Est positif. Alors vous êtes dans plusieurs domaines, on a dit la santé tout à l'heure, vous aviez évoqué justement cette prise en charge des personnes démunies avec des bonnes idées que vous avez pu proposer et vraiment toutes les personnes qui fréquentent votre fondation, on va dire, ont une chance parce que avec vous comme corps médical, vous savez vraiment bien agencer les choses pour leur permettre justement de bénéficier des soins médicaux. Il n'y a pas que ça, il y a aussi pourquoi pas la formation. Vous avez parlé de, on va dire, la formation socio-culturelle des jeunes, également des filles mères aussi, et pourquoi pas de ces jeunes pour qu'ils soient à l'abri de la délinquance juvénile. Alors, quelles sont les différentes activités que vous avez déjà pu mener sur terrain? Alors, par rapport aux activités de jeunes, nous sommes en préparation de tout ce qui est, vous savez, les activités des loisirs. Nous savons que la plupart des loisirs encadrés, ça encadre des jeunes, ça leur met des barrières, des limites, ça leur donne certains principes. Et c'est sur ça, nous travaillons avec des équipes de football, nous travaillons avec des jeux que nous développons pour les jeunes filles, des fois même pour les mamans, type Nzango, tout ça. Ce genre d'activité, c'est très fédérateur et en même temps, ça permet d'encadrer ces jeunes. Au lieu de les éviter d'aller traîner dans les rues, lorsqu'on va dans un endroit où on fait des matchs de football, où on s'occupe de nous, on va dire, on est nourri et puis ensuite on rentre dans nos maisons, ça évite en tout cas à certains enfants de pouvoir errer dans les rues à ne rien faire parce que c'est le manque d'activité qui génère aussi beaucoup la délinquance. Quand les enfants ou les jeunes ne sont pas occupés, que ce soit à l'école, ils s'ennuient et puis ça leur pousse à faire tout et n'importe quoi, j'aimerais dire. Et le fait de trouver ce genre de loisirs, de leur faire des matchs de football, de faire aux jeunes filles des parties de Nzango, voilà, de les emmener à apprendre à comment tresser, comment faire des soins de visage, comment se maquiller, des activités telles quelles. Elles apprécient. Et c'est vrai que ça les permet de trouver autre chose que d'être là, s'ennuyer, à boire des bières et à courir les bars. Stéréotype un peu, mais c'est un petit peu ça. Mais comment se comportent-ils, que ce soit ces jeunes, ces filles mères ou encore ces jeunes, on va dire garçons, sont-ils réellement impliqués? Comment se comportent-ils par rapport à ce programme que vous leur proposez? C'est difficile, c'est très difficile parce que des jeunes qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir de structure ou de cadre, d'essayer de les mettre dans un cadre, c'est très compliqué. Ils ne vont pas comprendre pourquoi je vais dire non, ou pourquoi la fondation va dire non à quelque chose. Ils ne vont pas comprendre pourquoi on va dire pas maintenant, attends. Ils ne vont pas comprendre pourquoi on va dire on a besoin de ton engagement. Donc, c'est pas facile parce que c'est pas des règles auxquelles ils ont été habitués. Ils n'ont pas été drillés à ça. La plupart n'ont pas grandi dans des familles, on va dire... aisés, où il y avait ou cultivés, ou éduqués même. Les enfants se sont éduqués eux-mêmes, donc c'est très difficile. Et il y en a même qui viennent après qui partent, parce qu'il y a là-bas, on demande si là-bas. Il y en a beaucoup, ils viennent après eux-mêmes, ils s'enfuient. Donc après, on essaie un jour on va le retrouver, parce que bien sûr il aura besoin, il va dire, il va nous donner une excuse pourquoi il ne vient plus, parce que s'il était parti chez un oncle loin, ou je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est une façon qu'on comprend qu'ils n'ont pas l'habitude, mais ça vient. Cela ne doit pas nous empêcher d'insister, parce que
ces jeunes ont besoin. Ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'encadrement. Et c'est ça qui va faire la société de demain. Au début, c'est compliqué, mais en tant que parent, je pense qu'on ne doit pas abandonner. Moi, je considère que ce sont des enfants et un enfant, on l'éduque. Y a-t-il certains qui se sont démarqués par rapport à leur parcours, vous les avez pris, et peut-être qu'ils n'avaient aucune formation, et aujourd'hui, vous êtes fiers de ce qu'ils sont devenus, même s'ils sont encore jeunes, mais vous voyez qu'ils s'appliquent et... Je vois. C'est pas par rapport... là, je parlerai pour des jeunes un peu plus âgés. Voilà. C'est pas forcément des enfants parce que j'ai pas assez de recul pour pouvoir faire cette observation, mais plutôt des jeunes adultes, on va dire, qu'on a trouvé qui ne savaient rien faire ou qui étaient, on va dire, homme ou garçon à un peu tout faire. Et aujourd'hui, qui évolue, qui s'est formé, qui est devenu lui aussi, entre guillemets, responsable d'autres jeunes, mais c'est très bien ça. Par lui, qu'ils prennent comme référence, qui sait s'exprimer au début, qui n'avait pas confiance en lui, mais qu'aujourd'hui on peut mettre en ville, on peut envoyer dans un bureau administratif, faire une démarche et nous revenir avec un résultat, c'est extraordinaire. Moi je dis ça parce que y a en particulier une personne qui me vient en tête, c'est parce que je ne peux pas dire de nom, mais quand je vois ce jeune homme, je me dis waouh. Tout ça, c'est parti de là jusqu'à là. Mais je pense aussi que c'est de la prédisposition du cœur de la personne ou de la motivation de la personne. En parlant de ce jeune homme, il avait envie de s'en sortir. Et donc, quand on lui a tendu la main, il s'est fort accroché. Voilà. Et ça produit des résultats. Mais ce n'est pas pour autant que ceux qui ne veulent pas, qu'on doit abandonner. C'est difficile, hein. Je suis en train de dire, on est réaliste. C'est difficile. Bien sûr, on ne fait pas de miracle, mais on ne doit pas abandonner. Voilà, on essaie de les pousser, des fois, on utilise la contrainte, on dit si tu ne fais pas ça, tu n'as pas ça, histoire de... C'est pas de la manipulation un peu? Non, c'est pas de la manipulation, c'est de la contrainte. Parce que nous, notre but, c'est de les permettre de s'épanouir. Nous savons que le moyen pour eux, c'est de passer par la formation. Après, ils nous disent toujours merci, mais comment dire, les habitudes qu'ils ont eues avant ne les permettent pas de... bannis. Voilà, donc on doit changer les habitudes. Et si c'est un moyen pour nous de manipuler un peu. Moi, je n'appelle pas ça manipulation, non. Bah, c'est pas dans le mauvais sens. Oui, voilà, peut-être si vous dites ça comme ça, mais moi, manipulation, c'est négatif. Donc, c'est pas que je dis que pas de manipulation, c'est de la prise de conscience. Voilà. On veut qu'ils puissent prendre conscience que pour pouvoir arriver à faire quelque chose, il y a un engagement qu'ils doivent prendre. Voilà. C'est dans ce sens-là donc on dit. On peut pas avoir, on dit souvent, on n'a rien pour rien. On n'obtient rien gratuitement. Bien sûr. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Nous, on n'est pas en train de demander pour des millions, mais c'est juste pour vous. D'autant plus que c'est pour leur bien-être à eux. C'est pas pour nous. C'est pas nous qui allons bénéficier davantage que toute cette formation, cette connaissance va leur apporter plus tard. Ce sera à eux. Donc on est juste en train de leur tendre la main, mais ils ne sont pas encore assez éclairés pour comprendre que ce qu'on leur apporte ne leur servira qu'à eux. Un jour, ils vous diront merci. Ça, c'est sûr. On espère. En tout cas, pour ceux qui vont s'accrocher. C'est vrai que vous encadrez ces jeunes-là pour les mettre à l'abri par rapport à la délinquance juvénile. Mais pourquoi n'est pas aller un peu plus loin? Pourquoi n'est pas essayer de côtoyer ceux qui sont des gens dans la rue? Aujourd'hui, on remarque un retour en force du phénomène Kuluna. On a même peur de se promener, même pas la nuit. Même le jour, on est attaqué. Pourquoi la Fondation n'irait pas un peu plus loin, c'est-à-dire essayer de conquérir, on va dire, ces bandes de jeunes qui sont dangereux pour essayer un peu de les former? Oui, ça c'est, vous savez, c'est un travail, c'est tout un travail au niveau social, au niveau psychologique, et ça nécessite qu'on puisse avoir aussi des compétences pour pouvoir savoir comment les aborder. Vous savez, c'est pas toujours facile d'aller vers ce genre de milieu, en particulier les jeunes qu'on appelle communément Kuluna, ou même les enfants de la rue. Hein. Donc il faut avoir, je pense, des professionnels qui nous accompagnent. Et bon, nous espérons qu'il y en ait plusieurs qui intègrent la Fondation. Ça va nous permettre d'avoir des connaissances, d'avoir les compétences pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais c'est des objectifs. Hein. Ce sont des projets qu'on a. On a énormément de projets. On les structure. Au fur et à mesure, on essaie d'en atteindre un par un pour pouvoir faire le travail qu'on est appelé à faire. C'est un travail d'ensemble. Ce n'est pas un travail que d'un seul corps de métier. On a besoin de beaucoup de professionnels au sein de la Fondation pour atteindre différents domaines. Moi, du fait, en étant pasteur, je sais comment encadrer spirituellement, je sais comment conseiller, je sais comment prier pour les gens, je sais comment venir en aide à l'âme, on va dire, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de réalités spirituelles. Et en tant que corps médical, ensemble, je peux donner quelques
petits gestes soient techniques parce que je sais les faire, mais tout ce qui est social, bon, ça se lie un peu, j'apprends sur le tas, je peux le faire, étant donné que le métier de pasteur va nous pousser à connaître un peu cette réalité. Mais je pense qu'il y a des professionnels aussi, chacun a son domaine de compétences et chacun est appelé à faire son métier. Nous en avons besoin et s'ils viennent auprès de la Fondation, je pense que c'est aussi un appel, hein, ça va nous permettre de mettre en place beaucoup de bonnes choses pour pouvoir avancer. Vous avez certes réalisé beaucoup d'activités sur terrain, en tout cas par rapport à vos moyens bien entendu, et croyez-moi, c'est pas rien, c'est beaucoup. Alors, quelles sont les activités qui vous ont le plus marqué? Ces activités qui ont marqué vraiment la présence de la FTDK et dont vous êtes fiers? Une rentrée scolaire qu'on a eu à effectuer dans une école de la place. C'était extraordinaire. C'est vrai. C'était en quelle année? C'était en 2020, l'année passée, la rentrée passée, exactement, la rentrée passée. Et c'était extraordinaire parce que, waouh, de voir tous ces enfants qui reprenaient l'école avec du nouveau matériel. Là, on était allé avec du matériel scolaire, on était allé avec des... Personnellement, ça m'avait touchée parce que je les voyais, comment ils étaient très heureux, ils étaient heureux, motivés. Ah oui, pour un début d'année, en tout cas, je pense que ça bien les parti, bien stimulés. Parce que wow, c'est vrai qu'on avait été voir plus tôt, quelques temps plus tôt. Oui, bien sûr. On avait vu que c'était des enfants qui venaient à l'école vraiment dans des conditions lamentables. Il y en a qui n'avaient même pas de sac pour mettre leurs affaires. Ils prenaient des sachets, vous savez, pour mettre 2 cahiers, un stylo, qui venaient en claquettes là, à l'école. Enfin, et quand on est venu et qu'on a posé cette action, c'était une action qui, moi, ça m'a beaucoup parlé. C'était une affaire de combien d'élèves? Il y avait une soixantaine à peu près d'élèves. Ouais, c'était une soixantaine d'élèves à peu près. C'était des enfants entre première et 5e primaire. Vous en avez même de larmes aux yeux. Oui, c'était extraordinaire. Non, mais ça me revient. C'est une expérience qui était vraiment extraordinaire. C'était extraordinaire. Et quand on voit ce genre de rendu sur le visage des gens, ça surtout les enfants. Ah, les enfants. Ce sont des anges. Moi, je suis une fan d'enfants. J'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Donc, quand je vois des enfants heureux, voilà, je ne supporte pas de voir un enfant dans la souffrance. Voilà. Et c'est pour ça que je tiens, je veille à ce qu'au-delà, le fait de venir en aide, les éduquer, parce que je pense que c'est l'éducation qui va les éviter beaucoup. Absolument, absolument. En tout cas, chapeau à la FTDK pour toutes ces activités. C'est vrai que vous avez beaucoup de projets, des projets à court, moyen et à long terme. Peut-on connaître quelques-uns? Alors, à moyen terme, on va dire, bon, c'est le court terme, on le fait au quotidien. Oui, bien sûr. On sait tout ce que c'est manger, c'est nourrir. Et, à moyen terme, on est en train d'ouvrir un centre de couture pour des jeunes filles. Qu'on va faire en parlant de centre de formation, ce sera la fondation qui va mettre en place les lieux, les appareils, le matériel, tout ça. Voilà, et aussi de bureautique, c'est ça qui est notre moyen terme. Et puis à long terme, un orphelinat, pourquoi pas un centre de santé. Ça, c'est quelque chose, par la grâce du Seigneur, je sais qu'on y arriverons, pour lequel nous sommes en train de nous battre. Un centre de santé, principalement avec la mère et l'enfant. Ça, c'est quelque chose un engagement que j'avais pris personnellement. Je me souviens, c'était il y a très longtemps. À l'époque... Une petite anecdote. À l'époque, je venais de rencontrer mon mari et je lui disais, moi, quand je finirai mes études et que j'irai au Congo, je vais faire je ne sais pas comment ça s'appelle, à l'époque, je ne sais pas comment donner ça, un centre d'accouchement où on prendra des sages-femmes qui s'occuperont des... Parce que cette histoire de décéder, avant même que moi-même je puisse expérimenter ça de quelqu'un de proche, ça m'a toujours choquée. Voilà. Ça m'a toujours choquée, donc je m'étais dit que j'allais le faire et je pense que ça fait partie des projets à long terme. Centre de santé et puis... surtout dans la prise en charge de la mère et de l'enfant, planification familiale aussi. Il y a beaucoup de jeunes filles dans le milieu où je suis qui ont des grossesses non désirées, qui ont une vie très désordonnée parce qu'elles ne savent pas comment la prendre en charge. C'est important. Le planning familial, ça c'est quelque chose que sur le long terme, on va pouvoir faire aussi. Merci beaucoup, madame, d'avoir eu le temps de répondre à nos questions. Ça a été un plaisir, en tout cas, pour nous, de vous avoir reçu, même si c'est vous qui nous avez reçu. Parole des femmes à l'extérieur. Donc, bonne chance à la FTDK et bon vent surtout et bon courage. Merci beaucoup. Nous allons, mesdames, messieurs, avant de mettre un terme à l'émission de ce jour, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez.
Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé le mercredi 15 février 2023 dernier sa démission après 8 ans au pouvoir, portant un coup à la cause indépendantiste dans la nation britannique. La dirigeante de 52 ans, qui est restée longtemps très populaire, portait le combat pour un nouveau référendum d'indépendance, mais avait fragilisé par une loi récente facilitant le changement de genre en Écosse. Son départ, sans successeur évident, porte un coup à la cause indépendantiste, le combat de sa vie dont elle était la figure incontestée, déterminée et appréciée du public. Nicola Sturgeon est arrivée à la tête du Parti national écossais et du gouvernement écossais après la démission de son prédécesseur Alex Salmond en 2014. Les Écossais avaient alors voté à 55% en faveur d'un maintien au sein du Royaume-Uni. Elle a depuis, avec patience et détermination, repris le combat pour l'indépendance, révigoré par le Brexit, auquel les Écossais s'étaient majoritairement opposés. Cette démission de Nicola Sturgeon prive l'Écosse d'une figure charismatique de l'indépendance qui dénonce la brutalité de la vie politique moderne. Enfant, Rina Gonoy rêvait de rejoindre les forces japonaises d'autodéfense, mais aujourd'hui, c'est à cette institution que la jeune femme s'oppose pour obtenir justice après les agressions sexuelles qu'elle est dite avoir subies. Des faits répétés, dit-elle, qui l'ont poussée à renoncer à sa carrière militaire et qui concernent des centaines d'autres soldates et soldats. En 2022, Rina Gonoy a décidé d'élever la voix publiquement pour dénoncer le harcèlement sexuel dont elle dit avoir été victime dans les rangs de l'armée nippone. Son témoignage a encouragé des centaines d'autres victimes à se manifester. Mais il a aussi fait de la jeune femme de 23 ans une cible des violentes attaques en ligne. Pour la première fois l'an dernier, Rina Gonoy a accusé ses anciens collègues des forces japonaises d'autodéfense de harcèlement et d'agression, des faits quotidiens selon elle depuis ses débuts dans l'armée en 2020. Après qu'elle a diffusé ses accusations par vidéo sur YouTube en juin 2022 dernier, plus de 100 000 personnes ont signé une pétition pour demander l'ouverture d'une enquête indépendante, pétition qu'elle a remise en août 2022 au ministre japonais de la Défense, et en fin décembre de la même année, elle donnait une conférence de presse au Club des correspondants étrangers du Japon à Tokyo. Connue mondialement pour ses multiples rôles dans des films d'action du cinéma de Hong Kong, notamment de Tigre et Dragon, et c'est finalement grâce au cinéma indépendant qu'elle gagne sa concrétisation. Michelle Yeoh a reçu le dimanche 12 mars 2023 dernier l'Oscar de la meilleure actrice dans Everything, Everywhere, All at Once. À 60 ans, l'actrice née en Malaisie devient la première femme d'origine asiatique à remporter cette récompense dans cette catégorie en 95 ans de cérémonie. Elle a tenu à dédicacer ce prix à sa mère et à toutes les mères dans le monde, car ce sont elles les super-héros. Elle conclut son discours empreint d'émotion en remerciant l'Académie. Grâce à vous, l'histoire est en marche. L'Oscar vient couronner une saison des récompenses exceptionnelles. Michelle Yeoh a reçu un Golden Globe, une Spirit Award et un SAG Award, le prix du syndicat américain des acteurs. Pendant cette dernière cérémonie, elle avait prononcé un discours très puissant à l'intention des filles de sa communauté. L'importance de la représentation des personnes asiatiques au cinéma est constamment revenue dans ses interviews. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour nous de vous l'avoir proposé et présenté. Merci pour vos remarques et suggestions. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine.